Bonsoir tout le monde, bienvenue. Je suis vraiment contente de vous voir en personne. C'est la première fois qu'on fait un événement en personne, Piétons Québec, avec l'équipe. Donc le CA avait beaucoup d'expérience là-dedans, mais depuis qu'on est une équipe, c'est notre première AGA en personne. Donc je suis vraiment contente de vous voir en vrai. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Sandrine Cabana-Degani, je suis directrice générale de Piétons Québec. Et je vais rapidement céder la parole à Philippe Cousineau-Morin, membre du conseil d'administration, qui va animer le panel de ce soir. Donc, soutenir la transition vers la mobilité active, quel rôle pour les élus municipaux? Donc, on assistera à une conversation d'environ 45 minutes sur le sujet avec 3 magnifiques élus. Je vous laisse les présenter à Philippe. Merci. Merci Sandrine. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Là, j'ai même pas eu le temps de saluer tout le monde, mais vraiment merci d'être là. Merci d'être là pour ce panel. Je vous explique la formule là, qu'on veut retenir pour cette discussion. On va l'appeler discussion. Donc, le rôle des élus dans la transition pour la mobilité active. On veut que vous participiez. Donc, je vous avertis d'avance que la période de questions ne sera pas à la fin. Vous devez les préparer en cours de discussion, puis là, je vais vous interpeller à 2 ou 3 reprises. On veut vraiment vous aider ou nous aider à trouver un peu le rôle des élus, mais le rôle des citoyens. Quel est l'engrenage là, qu'il faut activer pour que la mobilité active, les enjeux piétons soient vraiment à l'avant-scène des politiques publiques au niveau local. Alors, pour la discussion, donc, on m'a présenté. Je suis effectivement membre du CA, mais conseiller municipal à Rimouski depuis 1 an maintenant. Et je vais laisser se présenter peut-être en courte biographie. D'abord, Marianne Giguère. Bienvenue. Merci. Merci beaucoup, Philippe. C'est bizarre parce que je connais peut-être au moins les 2 tiers des personnes qui sont ici. Donc, laissez-moi me présenter. Donc, je suis élue depuis 9 ans. C'est mon 3e mandat. Le premier mandat, j'étais conseillère d'arrondissement. Donc, je siégeais pas au conseil de ville et on était à ce moment-là dans l'opposition officielle. Les 2 autres mandats, là, celui-ci et celui d'avant, j'ai été nommée conseillère associée au comité exécutif pour la mobilité active. C'est sûr que ça n'étonnera pas grand monde, surtout occupée du vélo. Mais ça a été aussi un moment où on a mis en place le bureau de la Vision Zéro, puis qu'on a commencé à sérieusement s'attaquer à tout ce qu'il faut faire pour atteindre cet objectif-là, ce qui implique donc beaucoup de sécurisation et d'aménagement en faveur des piétons. Donc, c'est essentiellement ça. Je suis allée au plateau Mont-Royal, qui est un arrondissement central où on avait pris pas mal d'avance avec le travail du maire, là, Luc Ferrandez, dont vous avez peut-être entendu parler, qui avait beaucoup d'idées très fortes sur l'aménagement urbain, sur la place faite aux piétons, le verdissement, la largeur des trottoirs, toutes ces choses-là. Et ça a fait un peu école. Je pense que maintenant, il y a beaucoup d'autres arrondissements, même d'autres villes qui ont pu constater les bienfaits des saillies de trottoirs et autres aménagements. Mais en même temps, on n'avait rien inventé. Là, on a juste eu c'est ça, l'audace de le pousser puis de le faire quand c'était le temps. Fait que c'est ça, à peu près, ma présentation. Merci. C'est très bien. Et John Husk? Oui, bonsoir. Excusez, j'ai un peu un restant de tout. John Husk, j'ai maintenant le titre de ex-élu municipal. J'ai été conseiller municipal à Drummondville pendant 12 ans, de 2009 à 2021. Donc, ça fait déjà 1 an que ce n'est plus le cas. Voilà, la nostalgie quand je regarde mes collègues de table, mais bref, c'est ça, j'ai été beaucoup impliqué dans les dossiers de transport et mobilité à la ville de Drummondville d'une manière ou d'une autre pendant 12 ans. Tout d'abord, j'ai présidé le comité de transport en commun les 4 premières années. On comprend qu'à Drummondville, c'est une ville de 80 000 personnes qui est la ville-centre d'une région de 110 000. Fait que c'est une ville qu'on aime dire à échelle humaine, une ville qui est très, très propice, très, très plate. Pas l'ambiance, là. Le territoire est très plat. On a un cœur à peu près de 3 km par 3 km et qui est vraiment propice au transport actif, mais on a encore des défis d'étalement urbain, même à notre échelle. Mais tout est là pour réussir. Je pense qu'on peut faire... Drummondville peut être une ville modèle. Et donc, j'ai été impliqué pendant 12 ans dans les dossiers de mobilité, circulation, apaisement de la circulation, transport en commun. J'ai baigné dans les dossiers d'ingénierie, travaux publics, tous ces années-là.
Et le point d'orgue serait peut-être, on a fait l'élaboration d'un plan de mobilité durable, un plan de mobilité intégrée qu'on a rendu public en 2019, adopté officiellement en 2019, qui a qui est encore en vigueur aujourd'hui, qui a plusieurs objectifs pour toutes les différentes ports modales. Alors, c'est un peu... Donc, j'ai l'expérience de travailler autant avec la fonction publique dans la ville, chez nous, avec les citoyens, avec les différents partenaires, avec la mairie. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Alors, déjà, on voit là, que votre implication, vous êtes ici pour la mobilité active, mais vous avez parlé de mobilité durable, transport collectif, apaisement de la circulation. Moi-même, mon principal comité, c'est le comité de circulation. Là. Fait que bien sûr, on a un public averti, là, mais rapidement, là, le rôle des municipalités dans la mobilité, là, qu'est-ce que c'est officiellement? Là? C'est où le levier d'action? Quel est-il? En fait, si on va à la base, les municipalités, mais il y a la compétence de transport, mais ça veut dire tout et rien. En fait, il y a comme une responsabilité de gérer la circulation, si on veut, sur un territoire de la municipalité locale. Mais c'est là que ça permet d'être un peu créatif. On peut aller jusqu'à différents degrés. On peut élaborer la vision qu'on veut de cette mobilité-là, justement. Là. Donc, les municipalités, la créature du gouvernement, tu l'as bien dit, on débute par la gestion de la circulation, puis là, on va ajouter les couches supplémentaires qui sont celles qui nous intéressent. Nous ici, si Marianne devait... Oui, bien, la circulation, en fait, c'est les priorités puis la vision d'une ville peut varier puis peut être modifiée. C'est sûr que ça a toujours été la fluidité de la circulation. La ville a été aménagée en fonction de ça parce que c'est ça que les ingénieurs apprenaient dans leurs écoles, les ingénieurs en circulation puis tout ça. Ils voulaient prendre les coins, que les trottoirs soient ronds pour que ce soit facile, que les angles de braquage soient les plus gentils possibles, qu'on ait de la fluidité. Mais le rôle des élus, enfin le rôle de la ville, après, c'est que ces citoyens se déplacent en sécurité. Après, qu'on leur donne d'autres moyens que la fluidité automobile, c'est possible, mais c'est un travail d'élu, après, porté par la population, que de changer ces paradigmes-là. Tu parles du paradigme au passé, mais c'est peut-être pas au passé. Non, mais clairement pas. Là, on connaît tous, je pense, encore une fois, là, je vais aller vite au début, c'est juste pour nous mettre dans le bain, là, pourquoi l'intervention municipale doit être favorable à la marche. Je pense qu'on connaît tous les bonnes raisons, mais la question, c'est un peu, là, est-ce qu'on la fait suffisamment, la pédagogie? Est-ce qu'on connaît suffisamment les avantages pour une municipalité là, de mettre beaucoup d'efforts sur les aménagements favorables à la marche? Ou est-ce qu'on doit répéter? Quels sont ceux qu'on doit répéter, entre autres à nos collègues élus, à nos collègues fonctionnaires? J'ai oublié le sur et faire à quel... Les avantages, en fait, pourquoi c'est nécessaire? Pourquoi faut-il intervenir en faveur de la marche? Bien, c'est d'abord une question de joie de vivre. C'est difficile à quantifier, même si on a quand même... ça participe à la qualité de vie, là, c'est la base. Le bonheur des gens, c'est de pouvoir sortir, de se déplacer, de profiter d'une marche pour aller où que ce soit que les gens veulent aller. Puis ça touche à la santé publique. Donc ça, c'est des données qui existent de plus en plus. On peut les trouver, on peut les présenter, les porter pour justifier des décisions, des aménagements, des dépenses. Mais c'est pas encore rentré dans la tête de bien du monde. Puis même quand on a l'impression que la cause a été entendue, il faut le répéter tout le temps. Puis les gens sont dans des ornières dans leur travail, là, pour commencer. J'ai juste comme une anecdote, je suis tombée un peu en bas de ma chaise. Je peux te raconter une anecdote? Absolument. Sur des pins, l'avenue des Pins vient d'être ouverte à la circulation. La première partie du chantier, là, je fais rapidement, là, tout le monde sait de quoi je parle presque, mais peut-être pas tout le monde. C'est une rue qui a été refaite au complet, là, tout le souterrain, et on en a profité pour changer toute la surface et en faire une rue qui est maintenant magnifique avec des unidirectionnels de chaque côté, des trottoirs beaucoup plus larges. Et, entre autres caractéristiques, c'est traversant parce que c'est une rue est-ouest, donc il y a beaucoup, beaucoup de rues transversales. Et comme les deux pistes sont à mi-niveau, pour pas que les cyclistes soient constamment en train de monter puis descendre, bien, les chaussées aux intersections sont un peu surélevées. Ça fait une petite élévation à passer en voiture, parce qu'il y a
sortes de bienfaits. Pour les piétons aussi, la marche est beaucoup moins haute. L'eau s'écoule de chaque côté. Bref, ça a que des bienfaits. Et là, il y a eu un projet qui est passé sur une autre rue à un moment donné récemment. Puis là, quand on nous l'a présenté, j'ai dit, bien là, on va en profiter pour faire les mêmes trottoirs traversants. Puis là, les fonctionnaires ont fait « Ah, ben oui, bonne idée. » Puis là, j'ai dit « Mais c'est pas rentré stock, ça, tu sais, maintenant, dans vos pratiques, tu sais. » Puis, ben non. Puis, tu sais, j'avais naïvement pensé que ça l'était. Fait que c'est ça. L'ingénieur s'assoit et dessine, puis si on lui a pas dit 3-4 fois, il ne pensera pas nécessairement. À moins, il y en a qui sont super allumés puis qui le font. Là, je ne veux pas qu'ils soient toutes et tous dans le même panier, là, au contraire, mais c'est ça. Mais John, toi qui as beaucoup travaillé là, avec les services municipaux, est-ce que c'est facile à comptabiliser les avantages? Là? Je vais pas reprendre les mots de Marianne. La joie de vivre, la santé publique. C'est-tu des arguments qui rentrent dans un budget municipal, ça? Ou dans un cahier de charge d'ingénieur municipal? Non, mais c'est des, c'est des éléments de vision politique qui partent du fait qu'aujourd'hui, on sait que les municipalités ne peuvent plus faire abstraction de ce qui est officiellement de compétence d'un autre niveau de gouvernement comme la santé, des choses comme ça. On offre la plateforme, le milieu de vie, donc il faut nécessairement contribuer à ça, mais c'est aussi une question d'attractivité des milieux aujourd'hui. On le vit même à Drummondville, là, on commence à sentir l'effet de la circulation de Montréal. C'est pas des jokes, on est à 90 km et les gens commencent à penser de déménager leur entreprise à Montréal parce qu'il y a trop de circulation sur la rive sud. Et donc, c'est vraiment un facteur d'attractivité, de garder du monde en région. Je m'auto-appelle en région, là, mais c'est beaucoup une question de ça aussi. Fait que faut vraiment être capable de... Tu sais, les fonctionnaires, les ingénieurs, les responsables de travaux publics, bien, il faut qu'il y ait un message cohérent et clair des élus sur des fonctions, les politiques publiques qui sont mises en place. Mais ça prend toujours du renforcement, comme dit Marianne, pour que le message se perpétue puis ça ne meurt pas juste quand certains élus quittent. Là. Super. Déjà, là, je vais regarder dans le public s'il y a des gens qui ont des questions. Ça va être le premier moment. Je pense que je vais aller porter le micro pour qu'on puisse s'entendre. Dans l'actualité cette semaine, on a eu l'exemple de Trois-Rivières où ils ont arrêté de déneiger des escaliers. Et puis on entendait à la radio ce matin dire « Ah oui, mais vous savez, les coûts ont augmenté de 20-30 ». J'étais curieux de savoir ça coûtait combien les escaliers, puis ça a amené des économies de combien. Puis là, il y a eu des élus qui se sont levés, puis se sont dit « Ah, c'est inacceptable », puis ils sont allés pelleter la neige, puis c'est une belle histoire, là. Mais comment des décisions comme ça arrivent dans l'appareil municipal? Parce que c'est un peu un non-sens de dire « On va couper 2000 élèves de pouvoir se rendre à leur école secondaire ». Donc, tu sais, des petites choses comme ça, comment ça arrive? Bien, je pense que en fait, on peut pas parler pour les municipalités parce qu'il y a tellement de, je pense, il n'y a pas de modèle universel de comment une ville fonctionne, je pense. Puis nous, on le voit même à l'échelle de Montréal, on a 19 arrondissements avec des mairies d'arrondissement qui ont les mêmes compétences, puis ça ne fonctionne pas toujours de la même façon d'un endroit à l'autre, les relations avec les élus, puis la connaissance qu'ont les fonctionnaires ou les gestionnaires des valeurs des élus puis la capacité qu'ils ont de les appliquer. Fait qu'il peut y avoir toutes sortes de façons, je pense, pour qu'une décision là, comme ça arrive, puis ça se peut que les élus, on leur ait même pas demandé leur avis. Ça dépend, c'est ça, comment les gens sont proches. Fait qu'il n'y a pas de... Je pense que ça fonctionne différemment d'un endroit à l'autre, mais quand tu as une équipe... À Montréal, on a des partis politiques, puis en préparant le panel avec John, il nous disait qu'eux, non. Fait que chaque élu est comme autonome, un travailleur autonome de la politique. Puis, je pense que le fait qu'il y ait un parti avec des valeurs hyper claires, avec un programme, ça c'est probablement pas applicable à toutes les villes, puis à toutes les grandeurs de villes, mais je pense que ça fait en sorte que au plateau Montréal, il n'y a pas un gestionnaire qui aurait l'idée de prendre une décision comme celle-là. Il prendrait pour acquis qu'on va être contre parce qu'ils nous connaissent, qu'ils savent de quel bois on chauffe, mais après, oui.
Parce que dans ce cas-là, l'impression que j'ai, c'est que l'appareil administratif a probablement eu une commande, OK, là, il faut limiter la hausse du budget à temps. On a une enveloppe de temps. Fait que là, ça veut dire qu'il faut couper X% partout. Fait que là, le staff a fait une analyse où ils ont comme coupé ce qui semblait comme le plus facile, malheureusement, là, entre guillemets. Là, ça se trouve à être... ça sera pas d'arrêter de déneiger le boulevard Jean 23 là, à Trois-Rivières pour en prendre n'importe quel. Mais donc, c'est probablement une logique administrative, mais c'est parce qu'en amont de ça, il y a quelque chose qui a probablement manqué dans le processus où les élus n'ont pas clairement identifié c'est quoi les priorités, parce que ça se pourrait que le budget arrive, dit bon, ben, on n'aura pas le choix de couper de temps, mais là, s'il y a des priorités à mettre là-dedans, là, c'est pas juste on coupe 5% de tout ce qu'il y a, on coupe à tout le monde égal, il faut prioriser des choses. Fait que je pense que il y a peut-être quelques éléments qui ne sont pas trop clairs. Là. Moi, j'aurais une belle anecdote là, en fait, à cette question-là, parce que cette semaine, pour la première fois dans ma municipalité, on déneige un escalier. Je suis vraiment fier. Fait que je vais saluer mon collègue qui est un conseiller municipal indépendant, M. Torres, là, dans son quartier. Comment ça s'est fait? C'est ça ta question? Bien, il a défendu. Il y a un escalier là, pratiquement de l'ampleur de ceux qu'on voit à Québec entre la Haute-Ville et la Basse-Ville, là, vraiment un bon dénivelé. L'infrastructure est assez récente, mais on n'avait pas nécessairement envisagé, même si on savait que ce serait utilisé par les élèves sur leur parcours scolaire, on n'avait pas nécessairement envisagé qu'il y a 6 mois par année chez nous qu'il y a de la neige, puis c'est dans l'année scolaire. Donc, ça n'avait pas été conçu. Alors, il a effectivement fallu avoir une vision politique de dire, on va le déneiger, puis là, ça va vous coûter de temps, on n'est pas habitué, il faut le faire à la main, hein? C'est des coûts, on n'est pas, qui va nous faire ce contrat-là? Donc, il faut briser l'habitude, mais vraiment, là, dans notre cas, c'est parti vraiment d'une commande de dire c'est là qu'on veut défendre. C'est une infrastructure de transport. Je reviens au rôle des municipalités. C'est une infrastructure de transport. Comme on gère nos rues, comme on gère le reste, c'en est une. Alors, c'est pas normal qu'on la ferme je ne sais pas quelles étaient les dates, mais un bon 6 mois par année. Je vais aller prendre une autre question, puis ensuite, je passe à la deuxième section de notre discussion. Monsieur. Bonsoir, je vous remercie de m'écouter. Avant tout, j'aimerais dire que je suis un ancien... Pour l'enregistrement. Juste parler dans le micro. Oui. Je suis un ancien employé de la voirie provinciale, puis aussi du ministère de Tourisme, Chasse et Pêche, puis pour la ville de Drummondville. Ah oui? OK. Ouais. Yeah. Puis aussi pour la ville de Montréal. J'étais émetteur de billets. Mais ce que je me rends compte, c'est, oui, peut-être que les gens qui sont pour les municipalités sont peut-être de bonne foi, mais si on prend comme la ville de Montréal, il y a des super structures, c'est très difficile de changer quelque chose. Hein? C'est très lourd à la ville de Montréal, hein? Mm-hmm. Mais c'est comme ça. Donc, avant, peut-être que dans les petites villes ou la ville moyenne comme Drummondville, parce qu'au Québec, il y a 1300 municipalités. Puis, je crois qu'on peut parler directement à l'urbaniste ou l'évaluateur, qui est même l'inspecteur dans une petite municipalité, mais pas dans une grande ville. Ça, je regrette, c'est très difficile pour faire changer les choses. Sur l'immobilisme, je pense que effectivement, c'est très différent d'une ville à l'autre, là, Montréal, Drummondville, puis Saint-Pie-de-Guire, qui est dans la région... personne ne connaît ça, non? Okay. C'est dans la région, dans MRC de Drummond. Population environ 1000. Mais là, il y a beaucoup moins de ressources. Fait que, tu sais, Montréal a beaucoup de ressources, mais c'est une plus grosse machine, tandis qu'à Drummondville, c'est qu'on est comme il y a à peu près 475 de personnel. Donc, c'est beaucoup plus petit, évidemment. Mais les principes s'appliquent quand même à toutes les échelles. Je pense la façon qu'on a réussi à Drummondville, en tout cas jusqu'à nouvel ordre, à systématiser le développement de trottoirs et le déneigement de trottoirs, c'est qu'on est parti d'une politique publique large, d'un plan de mobilité qui fixait des objectifs. On a bâti un cadre financier, une cible d'investissement pour la ville à chaque année. Les fonctionnaires, on a surtout fait... Il faut faire beaucoup de concertation à l'interne dans une organisation municipale. C'est pas parce qu'on est des élus qu'on peut dire, bon, mais on fait ça, puis que ça va se faire. Je t'interromps, John. Ouais. Quand tu dis systématiser, là,
Comment ça s'incarne? Est-ce que tu parles spécifiquement du plan de mobilité durable que vous avez fait chez vous? Est-ce que c'est comme ça là, que ça devient l'outil de travail là, pour les aménagements de rue, pour les réfections, à tous égards, si on veut, d'intervention? Quand on part le plan de mobilité durable, chez nous, on part d'une vision large. Puis là, après ça, il y a des cibles de hausse de port modal par mode de transport. Puis là, il y a un plan d'action pour chaque mode de transport qui est dans une vision d'ensemble. Mais après ça, le conseil adopte ça par résolution. Et après ça, les fonctionnaires qui ont participé à l'élaboration du plan et des orientations, mais ils se le sont appropriés. Fait que ça prend, quand je parle de concertation qui se fait à l'interne, il faut que les gens qui vont être là à long terme, exemple, moi je travaille dessus, mais je ne suis plus là, mais ça avance encore à la ville, je pense notamment parce que les fonctionnaires ont été partie prenante et ils ont pu y mettre du sien et c'est pas juste été imposé top-down, mettons. Tu réponds à ma question, puis je vais la reposer à Marianne aussi. Donc, vraiment, là, concrètement, la responsabilité de l'élu à l'intérieur de la machine, comment ça s'incarne là pour... Puis après ça, je vais vous poser la question sur la responsabilité des citoyens. Je vous le dis tout de suite, la prochaine question, mais là, la responsabilité des élus. Donc, John nous parle de la politique. Donc, concrètement, le travail, si on veut, avec les équipes villes. Comment ça se passe? Mais tu sais, ça répond un peu à votre question, tu sais, par rapport à l'immobilisme. En tout cas, il y avait beaucoup de questions dans ce que vous avez dit, mais ça touche à ta question. C'est qu'une des responsabilités des élus, c'est de réussir à percer cette lourdeur bureaucratique-là des fois, ou la résistance même des fois, pour arriver à ce que des choses se passent. Puis tu sais, je pense qu'on peut y arriver, mais les gens nous disent souvent ça prend du courage politique. Il ne manque que le courage politique. Tu sais, ça, c'est le fun à dire, mais c'est pas tout à fait. Il y a des vrai. nuances. Il y a beaucoup de nuances, puis tu peux avoir bien du courage politique, mais si toi, tu arrives avec des idées, puis tu changes aux 4 ans, alors que l'appareil municipal, lui, il est puissant, là. C'est un pouvoir qui est là, puis qui est puissant, puis qui peut... que si lui, ça ne tente pas, ça ne se passera pas, tes projets. Il faut que tu les mettes de ton bord, il faut qu'ils comprennent où tu veux aller, il faut... ça prend une part de pédagogie, ça prend une part d'explication, puis que ça soit bien fait. Donc, une fois que... Parce que juste imposer, il y a des limites à ce que tu peux tout le temps juste arriver puis imposer quand bang, vous allez faire ça parce que c'est ça qu'on veut, puis c'est de même, c'est tout. Ça c'est ça. Ça peut pas marcher, mais ce que vous disiez, ça me faisait penser à il y a peut-être 2 ans. C'était-tu l'hiver passé qu'il y a un enfant en route pour l'école dans une petite municipalité, je me souviens plus c'était dans quel village, qui s'est fait frapper, qui est morte, puis il n'y avait pas de trottoir. À Saint-Flavien. Et, la ville disait, bien, c'est pas à nous, la route, c'est une route provinciale. Le Québec a dit, bien, on peut faire un trottoir, mais là, finalement, si je me souviens bien, il y avait comme eu un référendum, puis les gens avaient dit, on n'en veut pas, parce que l'entretenir, ou le faire, ça va être juste trop cher. Puis, tu sais, ça, c'est un des gros problèmes qu'on a, parce que déneiger un escalier... tu sais, ça prend un col bleu qui veut prendre une pelle puis aller déneiger un escalier. Nous, on a du mal, malgré un fonctionnariat favorable, à trouver des cols bleus pour pelleter des stationnements à vélo qu'on voudrait laisser sur le domaine public parce que ça n'existe pas, la tâche de pelleter. Les autres, ils veulent conduire une machine. C'est difficile, parce qu'il faut que ça percole jusque-là, puis les gens sont syndiqués, puis ils ont des droits grâce à ce syndicat-là, puis l'élu ne peut pas arriver puis s'imposer là-dedans avec sa nouvelle lubie, tant que tout le monde n'a pas compris à quoi ça servait. Mais bref, on manque d'argent parce que les municipalités ont un financement qui... Pour faire des infrastructures, ça va parce qu'on emprunte, puis là, c'est un autre budget, mais pour payer toutes sortes d'autres choses qui seraient super nécessaires, comme déblayer un escalier, puis entretenir un trottoir, bien là, la municipalité va dire, bien, j'en veux pas des deux côtés des trottoirs parce que ça va me coûter bien trop cher l'entretenir, puis cet argent-là, il manque. Fait que c'est un grand enjeu. Je l'amène ici parce que ça fait partie des gros débats de société qu'on a en ce moment au Québec, la fiscalité, puis comment on peut aller chercher de l'argent dont on a besoin pour avoir des villes marchables. Tout est dans tout. J'aurais envie de compléter avec mon expérience parce qu'il y a la vision politique, il y a les politiques, il y a les tâches qu'on est capable d'imposer, il y a la gouvernance aussi, la gouvernance, si on veut, de la mobilité. Alors moi, depuis que je suis élu, je siège au comité de circulation, qui est un des plus anciens comités de la municipalité, effectivement, comme on l'a dit, qui a la fonction de base de la circulation. Je siège au comité de mobilité active.
avec toutes sortes de gens qui sont très favorables à la mobilité active. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'ils répondent quand on leur demande à ces gens-là en comité, voulez-vous de la mobilité active? Bien sûr que oui. Je siège à un autre comité, je siège à la Société de transport, qui est l'organisme qui s'occupe du transport collectif. Donc, on gère le transport collectif. Là, moi, je suis super content. Hein? La vision intégrée de la mobilité, j'étais très content jusqu'à ce que je réalise que je suis le seul, ou presque. Oui, il y a des gens des services un peu qu'on retrouve à chacun, mais ce n'est pas toujours les mêmes personnes. Je suis le seul qui fait le pont entre les trois. Il n'y a pas de structure de gouvernance intégrée. Il n'y a pas un comité de mobilité de la municipalité. Puis, vous comprendrez que la hiérarchie ou l'importance, si on veut, relative d'un comité vers l'autre, c'est pas nécessairement égal. Alors, on en vient à dire quelle est la transversalité. Fait que là, pour moi, c'est un enjeu de la gouvernance. Fait qu'effectivement, des fois, c'est par une politique, un plan, que ça permet de rentrer, puis de dire ensuite, les fonctionnaires seront forcés de travailler ensemble à travers les différents niveaux de mobilité. Sur le rôle des élus dans la mobilité, je voulais juste ajouter que, en complément, selon moi, c'est pas d'aller dans le bureau de l'ingénieur et de dire les trottoirs devraient être de 1,8 mètre de large. Puis tu devrais mettre un trottoir sur telle rue, telle rue, telle rue. Le rôle des élus fondamental, c'est la vision, les orientations, puis après ça, c'est de gérer le processus. C'est de mettre en place les fonctionnements, les projets, les développements de plans d'action, puis après ça, c'est de laisser autonomie de moyens aux personnes responsables au niveau technique de proposer sur la base de la vision. Ça va beaucoup plus creux que ça, mais en gros, c'est ça qui est difficile des fois d'arriver et de lâcher prise sur ce qui n'est pas de notre compétence. OK. Là, on circonscrit donc le rôle des fonctionnaires, des professionnels, on circonscrit le rôle des élus, les citoyens là-dedans. Les citoyens, eux autres, ils disent aux élus que ça prend une piste cyclable de 2,3 mètres. On a besoin d'eux autres. Fait que là, à qui on fait le message après? Non, mais c'est ça. Mais en fait, je pense que c'est un cri du cœur. Moi, en tout cas, je l'ai interprété comme ça. C'est un cri du cœur des élus qui sont à la table en avant. On a besoin de la voix des citoyens. On a besoin de... On fait les porte-voix, finain, là, de ce qui se dit déjà dans la communauté. Oui, c'est ça. C'est de refléter le besoin sur le terrain, si on peut dire ainsi. C'est de mettre une saine pression sur... c'est ça, mais c'est intéressant le point que Marianne soulève, parce que ça m'est arrivé souvent, faire demander pourquoi il n'y a pas un trottoir à telle place. Mais OK, mais je vais regarder avec l'ingénieur, puis tu sais, ça devient bien compliqué. Mais c'est le rôle des citoyens, c'est vraiment de mettre une saine pression sur l'organisation municipale, mais c'est aussi si possible, de travailler ensemble et d'aider à faire face au front de manque d'acceptabilité sociale des infrastructures de marche. Souvent, dans certains cas, fait que quand les citoyens peuvent être des organisations ou ensemble ou des réseaux, ils peuvent en parler à leur oncle, en parler à leur grand-mère. Pourquoi que les coins de rue à Drummondville, sur la rue Lindsay sont beaucoup plus larges puis que c'est fatigant de tourner les coins de rue, c'est parce que c'est pour sécuriser la traverse. On a besoin comme de bouche et oreille autour pour faire face à la résistance aussi. C'est citoyen puis c'est organisationnel aussi. Là, peut-être tu nous parlais de ton expérience là, du dévoilement de la politique de mobilité durable où il y avait un grand nombre de partenaires, dans le fond, là, de la société drummondvilloise, si je puis dire, qui était un peu le réseau de soutien public aux mesures là, de mobilité durable qui était annoncé, dans le fond. Mais c'est parce qu'on a fait un travail en partenariat avec la fonction publique, mais aussi avec les organisations en santé publique, en éducation, en environnement et en toutes sortes de différents acteurs, même en développement communautaire, qui ont participé au plan. Puis après, c'est vraiment le mot, c'est l'appropriation. Si les gens se l'approprient, ils ont participé, ils vont vouloir le défendre et le faire vivre après. Et c'est ça, c'est tous ces gens-là qui sont dans leur souper avec mon oncle, puis ma tante, puis l'équipe, qui sont capables de défendre. C'est pas juste aux élus, au front, en séance publique, puis d'avoir à défendre ça, ou quand ils croisent la personne à l'épicerie après. Fait que c'est important d'avoir cette... Parce que souvent, ici, on est pro-marche, mais dans les faits, il y a beaucoup de gens qui voudraient qu'il y ait le moins de résistance possible à se déplacer en voiture. Et souvent, les élus entendent plus parler des gens qui ne veulent rien savoir des infrastructures de marche. Puis ils ont toute cette pression-là. Ça crée une espèce de faux paradigme, une fausse impression et que pendant les gens puis pendant ça, là, les gens qui en ont le plus besoin, souvent, c'est des gens plus vulnérables, malheureusement, qui ont moins tendance à s'exprimer. Mais souvent, c'est silence radio. Fait que ça crée un déséquilibre dans l'espace public. Y en a-tu des exemples de mobilisation là, qui ont été réussis où
l'appui là, à la fois, là, ou si on veut, le partenariat entre les élus et la société civile là, était nécessaire pour amener un changement, amener un nouveau paradigme sur une rue ou sur un secteur de la ville? Bien, il y en a vraiment plusieurs, là. Je pense qu'à Montréal, on a, comme jamais, je dis pas, je sais pas, j'étais pas là dans le temps du monde à bicyclette dans les années 70, là, ça avait l'air quand même très efficace comme mobilisation citoyenne, mais je veux dire, quand... plus que jamais maintenant, quand on a des projets qui vont enlever du stationnement, le dernier exemple qui va me venir en tête, c'est un exemple vélo, mais on a enlevé du stationnement sur un côté de rue pour faire une bande cyclable à sens inverse sur une rue. Ça crée un lien attendu, puis on savait qu'il y avait une grogne, puis là, les gens étaient là, t'as l'impression qu'ils s'organisent, puis qu'il va y avoir une pétition, puis que machin, puis tu dis, nous avons contacté les médias, puis là, tu fais comme, OK, il faut que l'on passe 2-3 coups de téléphone, viendrais-tu, poserais-tu une question au conseil pour montrer qu'il y a quand même des gens qui l'aiment, la piste, pour faire contrepoids, puis finalement, ça a été comme un déluge positif, au-delà de nos attentes, plein de monde qu'on n'avait même pas sollicité pour ça, donc quand ils sont arrivés au micro après pour dire qu'ils n'étaient pas contents, ils étaient un petit peu petits dans leurs souliers, donc ça marche super bien, puis de toute façon, là, après ça, l'exemple de ce qui se passe sur le terrain parle pour lui-même aussi, là. Le temps file. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas intervenu, là, peut-être? Là, je vais d'abord laisser la parole à ceux. Oui, je vais aller voir monsieur là-bas. Si vous avez des questions. Si vous êtes à l'aise là, avec le rôle là, que les élus proposent aux citoyens, entre autres, mais votre question est peut-être sur autre sujet aussi. Merci. Certaines villes ont des politiques d'atténuation de circulation ou des modalités où les citoyens peuvent faire des demandes au gouvernement sur comment faire atténuer la circulation sur telle rue s'ils trouvent que ça va. Est-ce que ça existait à Drummondville? Oui, il y a une politique de gestion des requêtes de circulation. Là, il y a un processus qui s'entame. Oui, ça existe. Oui. Parce que je pense que, je donne l'exemple de, par exemple, Wentworth Nord, dans les Laurentides, d'une ville, petite ville, mais très vaste. Et je crois que le gouvernement municipal est très ouvert à ces choses-là, mais ils n'ont pas encore cette politique-là. Et un guide pour des villes, peut-être des villes plus petites, serait quelque chose d'utile, je crois. Oui, je pense que oui. Chez nous, on a adopté un guide de conception de rue complète, notamment. Donc, à partir de ce moment-là, tous les projets de réfection doivent passer par ce filtre-là. Mais il était construit avec l'équipe technique, il était adopté en résolution, puis ça, il y a la concertation autour de ça. Tout le monde le fait vivre, c'est pas juste quelque chose qui est imposé non plus. Je dirais, je peux me permettre, un autre rôle des élus qu'on oublie des fois un peu dans le quotidien, c'est dans la dynamique de gouvernance au Québec, c'est d'être des lobbyistes auprès de Québec pour que certaines choses avancent. Souvent, je regarde Magali, on a l'enjeu de la cohabitation avec toutes sortes de nouveaux engins électriques sur le réseau cyclable, mais qui sont aussi un enjeu pour les piétons, définitivement. Les villes, on n'a pas beaucoup de pouvoir pour trouver des solutions, légiférer, réglementer. Donc, puis ça, c'est un des exemples où, si on veut que le Code de sécurité routière soit modifié pour donner davantage de priorités, de droits, ou en tout cas, de faciliter la mobilité active, on dépend de Québec pour ça. Donc, puis il y a l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, où on peut se parler entre nous, puis créer des outils, puis après ça, parler d'une voix un peu plus concertée auprès du ministère des Transports ou de la SAQ pour dire, vos limites de vitesse, elles sont désuètes là, compte tenu du monde dans lequel les gens ont envie de vivre aujourd'hui. Ça c'est un rôle qu'on peut tout à fait jouer, mais quand on est porté par d'autres organisations de la société civile comme Piétons Québec, c'est très aidant. En fait, c'est de base. J'ai envie de compléter sur la question de monsieur, là, de la porte d'entrée, si on veut, là, pour les demandes. Effectivement, je pense que c'est la chose que j'ai le plus dit à des citoyens depuis que je suis élu, c'est faites-moi une demande en bonne et due forme au comité de circulation en disant c'est quoi l'intersection qui est dangereuse. Parce que dans le fond, sinon, j'entends souvent un message qui est générique, qui est général. Donc, tu parlais tantôt il faut l'ambition politique, faites-le. Mais quand
quand nous, on a une commande à passer, on la passe, mais c'est après ça pour que les services travaillent vraiment intersection par intersection. Moi, je défends beaucoup travailler sur les intersections les plus dangereuses. Bien, je pense que c'est la chose que j'ai le plus dit à des citoyens. Faites-moi une demande plus précise que de dire « mon quartier n'est pas sécuritaire ». Fait que c'est là, en fait, que je vois l'appui citoyen. Je vais aller vous voir, là, j'ai vu les mains levées, mais comme le temps file, je veux quand même lancer le nœud de la dernière question, parce qu'on a parlé là, de l'action, de l'intervention piétonne, cycliste, on a parlé de l'époque du monde à bicyclette. Alors, la question qui tue. Est-ce que le lobby, comment le lobby piéton peut faire aussi bien que le lobby cycliste? On va dire ça comme ça. Et donc, comment on peut accélérer le changement qui existe actuellement? C'est une bonne question. C'est parce que c'est comme si les piétons, c'était encore dans les milieux très automobiles. C'est comme si c'était encore l'espèce de dénominateur commun ou la chose qu'on s'occupe en dernier. C'est comme si c'était pas placé en haut de la chaîne des préoccupations. La dernière des responsabilités municipales, finalement. Ben, en tout cas, le piéton, c'est comme si, on va tout faire, on va tout s'occuper, puis les piétons, ben, ils sont là, ils vont s'arranger. C'est comme si c'était pas, en tout cas, dans mon milieu. Mais moi, le lobby le plus important pour les piétons, qui est grandissant, c'est sûr, c'est les aînés. Les aînés ont une énorme écoute auprès des élus, ben, comme tous les citoyens. Mais les aînés, ça va faire beaucoup de chemin. Ils ont beaucoup d'influence. Et je dirais aussi qu'il ne faut pas hésiter à que les gens interpellent leurs élus. Combien de fois que j'aurais aimé ça pouvoir rapporter au conseil? Ben, il y a tel nombre de personnes qui m'ont parlé du trottoir qui n'était pas déneigé. J'étais au front tout seul à bien des égards. Finalement, ça finit par marcher à long terme, mais il ne faut pas sous-estimer à chaque fois qu'on interpelle un élu, surtout l'élu moyen, là, interpeller, je pense que pas besoin d'interpeller Marianne ou Philippe, là. Je pense que c'est déjà c'est fait, mais les élus qui sont pas les plus sensibilisés, ben, quand il va arriver des conversations, justement, le monde m'a parlé de ça, puis c'est important, puis ça finit par faire son chemin, interpeller les élus, je trouve. Les élus pivots, je vais les appeler comme ça. Ouais. Ceux qui vont faire pencher la décision d'un côté ou de l'autre. Ouais. Oui, Marianne. Bien, je pense que tu as mis le doigt dessus, puis monsieur, vous l'avez mis dessus aussi tout à l'heure. On est encore dans une société qui prône la voiture comme un objet de réussite, comme une identité. Puis le vélo, c'est devenu un objet vraiment identitaire. Là, c'est une communauté. Les gens tripent sur le bicycle. C'est un objet... on peut s'acheter des tasses, des têtes d'oreiller, des bijoux avec des bicycles. Il y a quelque chose de très... c'est iconique. Puis la marche, non. Tout le monde marche. Puis ça appelle pas cette culture-là identitaire pour une raison. Fait que je sais pas comment on pourrait travailler, nous tous, collectivement, pour créer l'identité du marcheur, de la marcheuse. Puis Pas que ce soit fait en opposition à, ben moi, je me déplace en auto parce que j'ai réussi, puis j'ai de l'argent, puis c'est plus facile puis je dois parce que je traîne ici, puis parce que, toutes ces raisons-là qu'on entend tout le temps. Fait que, en tout cas, il y a beaucoup de travail à faire de déconstruction, de c'est quoi se déplacer, puis avec quoi on se déplace, puis c'est ça, que l'identité du je marche parce que je l'ai choisi, puis que pas facile. Merci, Marianne. Le temps file. Puis là, je sais qu'il y a d'autres mains qui se lèvent. J'ai vu 2 personnes qui n'ont pas intervenu. Je vais prendre les 2 dernières interventions. Puis un mot de clôture ensuite. Clôture, réponse à ces questions. Et un mot final des 3 panélistes. Alors, oui. Je suis en retard. J'ai peut-être manqué la question, mais en fait... je vais retourner une question qui est très en lien avec la dernière discussion. C'est une prise de conscience que j'ai eue quand j'étais allée faire une mise en service pour une nouvelle école à Laval, où j'ai constaté quand je suis arrivée qu'il n'y avait aucun trottoir qui menait à cette nouvelle école-là. Puis là, je me suis dit, mais voyons comment c'est possible. Puis, en fait, j'ai déduit que ceux qui décidaient
d'installer ou non des trottoirs, c'était des gens qui se promenaient en véhicule puis qui n'avaient pas cette sensibilité-là, puis que ceux qui étaient les principaux usagers étaient des gens qui étaient sans voix ou en tout cas pas très... qui n'avaient pas beaucoup de représentativité. Donc, les enfants, ils ne savent pas comment fonctionne la machine. Fait que la question que je me pose, puis vous la posez vous aussi, là, j'en suis consciente, là, c'est comment faire en sorte que ces angles morts-là puissent avoir être une exposure, puis leur faire en sorte que cette exposure-là puisse avoir la portée qui va donner du poids dans les décisions. Fait que c'est peut-être les données. Je ne sais pas si ça passe par la connaissance, là, mais je vous laisse répondre à tout ça. Oui, c'est un petit peu relié. Je trouve que c'est vraiment intéressant, cette piste de réflexion-là. Puis, est-ce que le fait que beaucoup de notre machine municipale, en tout cas pour la ville de Montréal, je ne sais pas la réalité pour les autres villes, là, ne vit pas en ville, et que sa façon de venir et de faire l'expérience de la ville, c'est de venir en char parce qu'on vit sur la rive sud ou à Repentigny, etc. À quel point on a un problème d'empathie de la part des gens qui sont dans la machine et qui ne comprennent pas cette réalité-là. Sur la question de comment combler les angles morts, moi, la seule solution que j'ai trouvée, c'est d'agir au niveau des politiques publiques et des processus décisionnels dans la municipalité. Je suis fatigué avec ça, mais on a adopté un plan mobilité d'ensemble à vision large. Et là-dedans, on a identifié qu'il y avait une lacune, que dans notre guide de conception de rue, on ne mettait pas systématiquement des trottoirs parce qu'on avait besoin, on ne mettait pas ça. Fait que c'est devenu hors de la portée presque des élus parce qu'on a mis en place ces processus où les ingénieurs savent, OK, bien, il y a une nouvelle école qui arrive là, on sait que sur telle rue, il manque telle affaire. Fait que, OK, il faut qu'on prépare ce projet-là, il faut qu'ils mettent des pistes, des trottoirs. Fait que c'est vraiment d'arriver comme beaucoup plus haut et de changer les processus. C'est pas sexy, là, mais changer les processus internes municipalité. C'est la seule façon que moi j'ai trouvé pour arriver là. Mais oui, puis les processus vont changer d'autant plus facilement quand les gens vont en avoir entendu parler. Tu sais, je pense que la réponse que je pourrais donner à ta question, Manuel, c'est de la pédagogie, de l'information, de la sensibilisation. Tu sais, les révolutions, ils se passent quand il y a un nombre critique de gens qui adhèrent à l'idée, je pense. Tu sais, puis... Tu sais, je le vis beaucoup ces temps-ci. Tu sais, il y a 10 ans, à Montréal, les gens vivaient sur les rues, puis tu sais, il y avait une minorité de gens militants qui disaient les autos roulent trop vite, les chars prennent trop de place, il faut que ça change. Puis là, depuis, tu sais, on en a parlé, il y a eu des interventions, il y a eu des changements. Là, on a commencé à changer les intersections, à ajouter, à rallonger les feux piétons quand il y en avait déjà, à en rajouter systématiquement aux intersections alors qu'avant, il n'y en avait pas. Puis là, depuis qu'on fait ça, depuis 3-4 ans, là, moi, je reçois une explosion de demandes de « Hey, moi, mon intersection est dégueulasse. Hey, à côté de l'école, ça n'a pas de bon sens, il manque ça, il manque ça. » Là, les gens vivaient dans une ville puis ils prenaient pour acquis, avec fatalité, que c'était comme ça, puis qu'il fallait se watcher, puis qu'on amenait nos enfants à l'école parce qu'on ne pouvait pas les laisser aller tout seuls parce que c'était trop dangereux. Puis là, à mesure qu'ils voient qu'un autre monde est possible, ils l'exigent, ils le demandent, ils viennent au conseil, les fonctionnaires, les directeurs l'entendent, puis à un moment donné, bien, ça se rend quelque part, puis là, oups, plus de budget est mis pour qu'on ait plus d'ingénieurs pour que les feux de circulation changent plus vite. Au conseil municipal, hier, on a eu beaucoup de questions là-dessus, là. Tu sais, hey, à Côte-Saint-Luc, il y a des intersections, il y a juste un passage piéton, ça en prend 4, ça n'a pas d'allure, tu sais, je veux dire. Dans un monde d'auto, tu sais, dans un arrondissement de banlieue, fait que à un moment donné, tu sais, la boule de neige grossit, puis on ne peut plus l'éviter, fait que je pense que c'est comme ça que les choses sont clairement en train de changer, là, puis pas juste dans les arrondissements centraux de Montréal. Plus on en parle, plus on permet aux gens d'en parler. Moi aussi, c'est ma même expérience. Puis moi, je compléterais là, un peu aux deux questions en disant, puis en prêchant pour notre paroisse commune qui est Piéton Québec, de dire de la formation pour les professionnels, les élus,
Qu'est-ce que c'est le poids que ça peut avoir d'inviter vos élus à une balade à vélo, une marche exploratoire qui n'est pas obligée d'être dans des quartiers les plus beaux, patrimoniaux et sécuritaires, qui peuvent exposer des choses, leur demander d'amener leurs enfants ou des gens qui ont une mobilité plus limitée, l'expérience d'eux. Moi, j'ai pu constater là, dans nos services que les propositions qui émanaient dans ce cas-là beaucoup pour les voies cyclables avaient été améliorées le jour où l'ingénieur s'est dit « moi, je vais faire une semaine, je reste très loin, je vais faire une semaine, là, je vais faire du vélo en ville ». Il a compris des affaires qu'il n'avait pas compris en probablement une décennie et plus à la ville, en faisant juste 5 jours aller-retour en été de vélo. Alors voilà, je ne sais pas si vous avez une dernière chose qui vous brûle d'ajouter, parce que sinon, on a déjà dépassé notre temps. Je m'excuse, monsieur, on a dépassé notre temps. On aura le temps de peut-être d'échanger un petit peu avant l'Assemblée générale qui débute à 7h30. Merci beaucoup, cette discussion. J'espère que ça a été instructif pour tous. Alors, une main d'applaudissement, s'il vous plaît, pour nos invités. Merci beaucoup.